Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le CNS s'est réuni aujourd'hui. Le Conseil national de sécurité, présidé par le chef de l'État, fait le point de la situation sécuritaire générale et sanitaire de notre pays. Le CNS note une amélioration de l'environnement sécuritaire depuis mars 2022. Au plan sanitaire, des avancées sont enregistrées dans la lutte contre le coronavirus, mais la vigilance reste de mise. Le président Alassane Ouattara s'est entretenu avec le président du groupe de la Banque africaine de développement. La BAD va apporter un appui pour le bon déroulement des travaux de la COP 15 qui se tiennent donc la semaine prochaine à Abidjan. Le président du groupe a par ailleurs invité le président ivoirien aux assemblées annuelles de la BAD au Ghana. L'inspecteur général d'État Théophile Awandoli et le ministre de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption ont eu une séance de travail aujourd'hui. C'est une rencontre pour renforcer la coopération entre le ministère et l'institution en vue d'une plus grande efficacité dans les missions de contrôle et de bonne gouvernance. Le dossier politique de ce 20h fait une lucarne sur le RHDP qui fait sa mue en vue des futures échéances. Depuis février, le RHDP a un nouveau président du directoire. Le secrétariat exécutif remplace la direction exécutive. 345 départements politiques sont créés. Mais pourquoi toutes ces réformes? Élément de réponse dans ce journal. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le Conseil national de sécurité s'est réuni aujourd'hui sous la houlette du président de la République, Alassane Ouattara. Le CNS a fait un examen de la situation sécuritaire générale et sanitaire de notre pays. Le CNS note une amélioration continue de l'environnement sécuritaire depuis mars 2022. Les forces de l'ordre ont été félicitées suite à la dernière saisie record de drogue. Plus de 2 tonnes de cocaïne d'une valeur de près de 41 milliards de francs CFA. La lutte va s'intensifier. Tous les coupables et leurs complices répondront de leurs actes devant les tribunaux. Au plan sanitaire, le CNS constate une baisse du taux de contamination et de décès liés au Covid-19. Belle avancée donc dans la lutte, mais la vigilance doit rester de mise. Le communiqué complet du CNS vous sera proposé dans ce journal. Après le Conseil national de sécurité, le président Alassane Ouattara a échangé avec le président du groupe de la Banque africaine de développement. Les échanges ont porté sur plusieurs points, notamment le soutien que compte apporter la BAD aux travaux de la COP 15 qui s'ouvre la semaine prochaine à Abidjan. Le président ivoirien a été par ailleurs invité à prendre part aux assemblées annuelles de la BAD au Ghana. Je vous propose d'écouter le président du groupe de la BAD. Donc, j'utilise l'occasion pour faire un briefing pour son Excellence, Monsieur le Président, sur 4 choses. Tout d'abord, je lui avais dit concernant la COP 15, sur le combat contre la désertification, qui aura lieu ici la semaine prochaine, et pour lui réaffirmer l'engagement ferme de la Banque africaine de développement pour soutenir le pays pour ça. Je lui avais annoncé que la Banque africaine de développement a donné un financement de 676 000 $ pour ça. Et aussi, nous avons aussi programmé 70 000 $ pour les groupes de négociateurs africains qui vont faire la négociation, parce que c'est comme ça que ça s'est fait. Ça, c'est pour ça. Et aussi, je lui avais aussi dit que la Banque africaine de développement va annoncer 500 millions de $ pour les Abidjan Legacy, qui est les choses à la fin de la conclusion pour cette conférence. Et deuxièmement, j'avais aussi dit pour son Excellence, Monsieur le Président, concernant l'Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement qui aura lieu le mois de entre le 22 à 27 de ce mois à Accra. Et bon, je suis venu pour lui demander pour qu'il participe à ça. Et l'Excellence, Monsieur le Président, a été positif pour ça. Donc, je vous remercie, Excellence, Monsieur le Président. Et troisièmement, j'ai utilisé l'occasion aussi en tant que quelqu'un qui est connu globalement au niveau finance pour concernant le Fonds africain de développement qui est une des institutions de la Banque africaine de développement. On est dans la phase de la 6e reconstitution de la FAD. Donc, je suis venu pour demander la plaidoyer de son Excellence, Monsieur le Président, pour cette reconstruction de la FAD. Et je vous remercie, Excellence, Monsieur le Président, pour ça. Et finalement, j'ai l'occasion pour venir rendre, dire au président les résultats de le fonds, de le forum d'investissement en Afrique. Comme vous le savez, son Excellence, Monsieur le Président, avait décidé de
de faire cette réunion ici. Le mois de novembre passé, malheureusement, nous avons eu cette situation Omicron. Ça a été remporté, mais nous avons pu eu ça au niveau visuel le mois de mars. Ça a été un grand succès. Je viens de donner le résultat pour son Excellence, Monsieur le Président, que nous avons pu mobiliser 32,8 milliards de dollars d'investissement pour l'Afrique. Et il y a un projet de président qui le tient vraiment au corps, c'est le projet de corridor de Lagos à Abidjan. Il m'avait dit, Akin, veillez sur ce projet-là. Donc, je viens de lui dire que bon, on avait pu mobiliser 15,6 milliards de dollars américains. La lutte contre la malnutrition s'accentue aussi dans notre pays. Le vice-président ivoirien Temoko Meïlie Koné vient d'installer un réseau pour la lutte. C'est le ROJNAD, le réseau des organisations de jeunesse pour la nutrition, l'alimentation et le développement durable. Le vice-président salue la naissance du ROJNAD, son initiative et surtout son engagement à se mobiliser et puis une bonne nutrition dans notre pays. Je vous propose d'écouter un extrait de l'intervention du vice-président ivoirien Temoko Meïlie Koné présent à cette cérémonie. La Côte d'Ivoire, depuis son adhésion au mouvement SUN en juin 2013, à l'occasion du sommet du G8 tenu à Londres, fait de la lutte contre la malnutrition l'une de ses grandes priorités. La mise en œuvre de la stratégie multisectorielle, multi-acteurs, a fait passer la prévalence de la malnutrition chronique de 29,8% en 2012 à 21,6% en 2016. Nous sommes en attente des résultats de 2020-2021 qui devraient continuer cette amélioration. En sa qualité d'émissaire de haut niveau pour le dit mouvement et championne pour le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063, la Côte d'Ivoire en fait également l'une des priorités au niveau continental et régional et centrafricain. L'engagement à ces trois niveaux du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, s'est traduit notamment par la mise en place d'un Conseil national pour la nutrition, l'alimentation, le développement de la petite enfance, CONAPE, mais aussi de la création en partenariat avec le Programme alimentaire mondial du premier centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition CERFAM en Afrique de l'Ouest et du Centre. La cérémonie de ce jour, s'inscrivant dans les enjeux globaux portés par la nouvelle stratégie SUN 3.0 2021-2025, voit naître le plus jeune des réseaux, le réseau des organisations de jeunesse pour la nutrition, l'alimentation et le développement durable de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président du réseau de la jeunesse, je vous félicite pour votre nomination. Ce jeune réseau vient de vous être confié. Il est bien né, dans un bon état nutritionnel. Je vous invite à le faire croître pour le bien-être de la jeunesse, débarrassée du fardeau de la malnutrition. Et la Côte d'Ivoire, notre pays, se prépare activement pour la réussite d'un grand événement. Il ne reste donc plus que quelques jours. Précisément, ce sera la semaine prochaine. Débuteront ici à Abidjan les travaux de la COP 15, dont l'enjeu reste la réhabilitation des terres dégradées. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable était à Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody cet après-midi. C'est le site qui va abriter la 15e conférence des Nations Unies sur la Convention de lutte contre la désertification et la sécheresse. Le ministre Jean-Luc Assis est allé s'imprégner du dispositif d'installation et nous dit Grace Kando. Abidjan sous le feu des projecteurs du 9 au 20 mai prochain. Pendant une dizaine de jours,
Les 197 pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse se retrouvent à l'occasion de la COP15. À 4 jours de l'événement, le ministre de l'Environnement et du Développement durable s'imprègne du dispositif d'installation accompagné du président du comité d'organisation. Nous allons visiter avec le ministre la salle des fêtes qui va accueillir le sommet des chefs d'État. Donc on a une quinzaine de chefs d'État qui seront là avec les présidents d'institutions internationales. Donc on a vérifié effectivement la conformité de la salle, les micros, les chaises, la disposition et tout ça. Nous sommes pleinement satisfaits. Et concernant aussi la COP en elle-même, l'ouverture de la réunion des plénipotentiaires, nous avons dit aussi que toutes les tables, toutes les chaises, tous les micros, tout ce qui est câblage, Internet, Wi-Fi et tout ça est prêt, l'éclairage dans la salle, les écrans. Donc franchement, nous avons de bonnes raisons d'être satisfaits. Cette rencontre de haut niveau se tient au Sofitel Hôtel Ivoire. Selon le ministre Jean-Luc Assy, le gouvernement met tout en œuvre pour la réussite de l'événement. Il était important pour nous pour venir m'enquérir, pour voir un peu qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Et je me suis rendu compte après la visite que le travail est très bien avancé. Nous sommes à pratiquement 90%. Les 10%, nous allons réserver les 10% peut-être pour demain ou après-demain, tout sera prêt. Le gouvernement rassure donc toute la population ivoirienne, tout le monde entier, que la COP se passera dans de très bonnes conditions en Côte d'Ivoire. La COP 15 se tient autour du thème « Terre, vie, patrimoine de la rareté à la prospérité ». Et avant la COP15, je vous convie à une rencontre, c'est celle du comité directeur conjoint du cadre de coopération pour le développement durable. Ce comité est chargé de tracer de nouvelles orientations pour l'atteinte des ODD. Réuni donc ce jour, le comité directeur, organe d'orientation politique et stratégique entre le gouvernement et le système des Nations Unies, s'est attelé notamment à apprécier les performances de mise en œuvre des objectifs pour le développement dans notre pays. Jean-Luc Bangbo. Cette deuxième réunion du comité directeur conjoint intervient un peu moins d'un an après la première rencontre du cadre de coopération pour le développement durable, CCDD. Plusieurs orientations stratégiques avaient été formulées en vue, notamment, de s'assurer de l'alignement de ce cadre de développement sur les priorités nationales de développement. Le format qui vous est proposé aujourd'hui devrait nous permettre de nous concentrer sur les aspects les plus stratégiques de notre coopération. Et j'espère donc que cette occasion de formuler des orientations stratégiques afin de guider le système des Nations Unies pour le développement dans la mise en œuvre effective du cadre de coopération nous permettra de contribuer à la réalisation des ODD à l'horizon de 2030 en Côte d'Ivoire. 7 projets de décision ont été soumis aux participants. Il s'agit d'orienter et harmoniser les interventions du système des Nations Unies pour le développement en Côte d'Ivoire. L'ambition du gouvernement est d'aller plus loin dans la transformation structurelle de notre économie, avec des opportunités de création de richesses et d'emplois pour les jeunes et les femmes dans un cadre de gouvernance renforcé. Cela contribuera à renforcer la résilience et à lutter contre les fragilités. Au cours de cette réunion, les participants ont eu à analyser, entre autres dossiers, les plans de travail conjoints 2022-2023, le renforcement du leadership des ministères pour le fonctionnement des groupes et le projet de résilience dans le Boukani et le Tchologo pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Et je l'annonçais dans les titres, l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli et le ministre de la Promotion, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption ont eu une séance de travail aujourd'hui. C'est une rencontre pour renforcer la coopération entre le ministère et l'institution en vue d'une plus grande efficacité dans les missions de contrôle et de bonne gouvernance. Notez que 36 entités seront auditées, nous rapporte Laure Goretti, Alexis Ouedraogo. Renforcer le contrôle pour garantir la bonne gouvernance. Voilà la vision de l'inspecteur général d'État. Ce jeudi, Théophile Awandoli reçoit le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. L'inspecteur général d'État a fait l'honneur de nous recevoir dans le cadre d'une visite de courtoisie, mais également échange sur la riche expérience de l'inspection générale d'État qui est l'aînée des institutions de contrôle de la République
et qui est chargé d'assurer la bonne gouvernance au niveau des différentes institutions de l'État. Nous avons vu que nous pouvons largement travailler ensemble. Et c'est pour ça qu'on a parlé de mémorandum d'entente qu'il faut signer pour essayer de formaliser un peu tout cela. Nous allons le faire et travailler ensemble pour l'efficacité de l'administration ivoirienne et également dans la perspective de ce que le président de la République veut, la bonne gouvernance. Et conformément à cette volonté pour 2022, cap sur un contrôle renforcé, gage une administration efficace et d'un service de qualité aux populations. L'occasion pour l'IGE d'éclairer l'opinion sur les audits en cours au sein de certains ministères. De façon ponctuelle, quand le président est alerté d'un certain nombre de problèmes dans une structure, le président demande à l'inspection générale d'aller vérifier, d'aller investiguer. Mais de façon également permanente, l'inspection générale, chaque année, propose au président de la République un programme d'activité. Cette année, 2022, il y a des ministères qui doivent être contrôlés, dont le ministère des Eaux et Forêts. Il y a 15 ministères qui sont dans le programme. Il y a 15 sociétés d'État et EPN qui doivent être contrôlées. Il y a 6 collectivités locales, collectivités territoriales qui doivent être contrôlées. C'est dans le cadre d'un programme normal. Le mémorandum de coopération entre l'institution et le ministère devrait être acté ces prochains mois. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, les acteurs de l'espace du CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, sont en concertation à Abidjan. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Adama Diawara, a annoncé la création dans notre pays de l'Agence nationale d'assurance qualité. Cette structure veillera à l'accréditation des offres de formation dans les universités publiques et privées. Frédéric Olaï, Aboussanogo. Apporter des directives nouvelles à travers l'harmonisation de l'accréditation de l'enseignement supérieur africain et l'assurance qualité sont les approches de l'agenda des acteurs du CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, en concertation à Abidjan. À l'issue de 2 jours de réflexion, les recommandations doivent contribuer à la mise en œuvre de la politique de transformation et d'amélioration des offres de formation. La concertation régionale sur l'assurance qualité et l'accréditation dans l'espace CAMES a pour objectif de parvenir à un projet consensuel de directive régionale relative au mécanisme régional d'assurance qualité et d'accréditation dans l'espace CAMES. D'avoir un schéma régional pour l'harmonisation des pratiques de l'assurance qualité, notamment en matière d'évaluation et d'accréditation. Il s'agit également de construire un système éducatif en adéquation avec les objectifs de la compétence et de l'excellence. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Adama Diawara, a annoncé la création très prochaine en Côte d'Ivoire de l'ANAQ, l'Agence nationale d'assurance qualité. Cette agence-là sera chargée de définir le référentiel d'évaluation des établissements privés, c'est-à-dire des universités et grandes écoles privées, et de la mise en œuvre de cette évaluation de façon concrète. Il s'agira de noter la qualité des infrastructures, la qualité des équipements, la compétence des enseignants, la qualité au niveau rendement interne, c'est-à-dire les taux de réussite notamment aux examens nationaux tels que le BTS. Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur bénéficie du soutien financier des partenaires au développement. Ce sont l'UNESCO, l'Agence universitaire francophone et l'UOMOA, et ils entendent d'accompagner les projets innovants du CAMES. On en arrive à notre dossier politique de ce 20h. Ce soir, on fait une lucane sur le RHDP qui fait sa mue. Le parti se réorganise en vue des futures échéances. La réforme est donc entamée depuis février dernier. Donc, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix a un nouveau président du directoire. Le secrétariat exécutif remplace la direction exécutive. On a également des secrétaires nationaux. 345 départements politiques sont mis en place et seront dirigés par des secrétaires départementaux. Mais pourquoi toutes ces réformes? Quels sont les enjeux de cette restructuration? Élément de réponse dans le dossier politique signé Konati Moussa. « 28 février 2022, le RHDP tient un conseil politique. À l'ordre du jour, la réforme du parti.
une volonté du président du RHDP Alassane Ouattara. Des décisions majeures sont prises au cours de cette réunion, à savoir la nomination de Gilbert Kafana Koni au poste de président du directoire, la dissolution de la direction exécutive, la création d'un secrétariat exécutif avec 4 adjoints et 27 secrétariats nationaux. Je voudrais annoncer que la mission immédiate du directoire et du secrétariat exécutif est d'initier sans délai la restructuration en profondeur des structures décentralisées du parti. Aussitôt annoncé, la nouvelle équipe dirigeante du RHDP se met à la tâche. Le 25 avril dernier, élus, ministres et autres hauts cadres du parti se rencontrent pour échanger sur la réorganisation du RHDP. Dès notre prise de fonction, conformément aux résolutions du dernier conseil politique, nous n'avons ménagé aucun effort pour une bonne réalisation des orientations et instructions de son Excellence le Président du parti via le Président du directoire, le ministre d'État Kone Kafana. Nous avons proposé 345 départements politiques qui émanent des départements administratifs que nous avons, suivant des critères précis, que nous avons restructurés pour en sortir donc les 345 départements qui vont être dirigés par des secrétaires départementaux. Les secrétaires départementaux, le nouveau préfet du parti au sein de la base et désormais les interlocuteurs dédiés du directoire. L'objectif est de maintenir la proximité avec la base militante et de renforcer le contact avec les militants. Certains se plaignent donc du fait que les responsables locaux ne sont pas proches des militants, et ils n'assistent pas les militants, ou bien les moyens n'atteignent pas les cibles. Le président a donc pris la décision. Avec toutes les suggestions faites par les militants, il a décidé de faire donc cette restructuration. Pour que le parti puisse véritablement fonctionner, il faut donner du pouvoir à la base. Il faut donner du pouvoir aux militants de base. Il faut des structures qui permettent aux militants de base de s'exprimer. Et c'est, je crois, ce que la direction veut expérimenter, et nous pensons que c'est une bonne chose que nous appuyons, que nous soutenons, pour que les militants à la base se sentent concernés par les affaires du parti, se sentent impliqués dans les affaires du parti pour rendre le parti plus fort. L'enjeu de cette réorganisation du RHDP est de donner un nouveau souffle, une nouvelle dynamique au fonctionnement du parti. N'oubliez pas que le parti dominant du RHDP, c'est le RDR. Et donc, le ministre Kafana, c'est le stratège du RDR. Il a occupé le poste d'implantation du parti au temps du RDR. Aujourd'hui, il revient aux affaires et il s'agit pour lui de justement réactiver les bases et d'essayer de voir comment, par exemple, à partir du maillage du RDR, et essayer de recomposer le RHDP qui a de nouveaux militants, bien sûr, et donc, mais qui a occupé également de nouvelles zones politiques. Donc, il y a tout ce travail-là à faire, de sorte à concilier les anciennes bases du RDR avec les nouvelles bases du RHDP, et puis faire en sorte d'avoir un parti qui est solide, un parti qui est cohérent. Cette restructuration du RHDP implique la disparition des postes de coordonnateurs régionaux associés et délégués départementaux. À l'époque, dans l'organisation, les secrétaires départementaux étaient les préfets du parti au niveau territorial. Nous sommes arrivés à plein de coordonnateurs régionaux associés, une nouvelle segmentation. Et nous avons vu que la première segmentation par rapport aux secrétaires départementaux avait une certaine efficacité. Et nous pensons qu'en allant dans ce sens, en resserrant mieux le territoire et en se basant sur ces nouveaux préfets politiques, les actions seront beaucoup plus ancrées sur le terrain. Le président du parti veut briser un peu tout ce qu'il y a comme intermédiaire qui entraîne la lourdeur et qui crée souvent des frustrations au niveau de la base. Il veut avoir un contact direct avec la base, mais une base qui est représentée par un responsable qui répond, ou en tout cas qui émane de la volonté de cette base elle-même. Avec la nouvelle restructuration, Adjamé aura au moins 3 départementaux. Alors,
nous allons travailler avec 7 nouvelles structures et peaufiner nos stratégies afin de toujours remporter les élections. À ce jour, le RHDP compte 22 conseils régionaux sur 31, 144 conseils municipaux sur 201, 158 députés sur 255 et 78 sénateurs sur 99. Des acquis que le parti, qui se présente comme la plus grande force politique du pays, entend capitaliser et améliorer pour les futures échéances électorales. Voilà, on en sait un peu plus donc, sur la réorganisation du RHDP, réorganisation donc entamée en février dernier. C'était le dossier politique du jeudi réalisé pour vous par Konaté Moussa. Et on passe à présent au point de la situation sanitaire en Côte d'Ivoire dominée par le coronavirus. Ce jeudi 5 mai, notre pays enregistre un nouveau cas de Covid-19 sur 988 échantillons prélevés, soit 0,1% de cas positifs, 10 nouvelles guérisons et 0 décès. À la date du 5 mai 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 81 968 cas confirmés, dont 81 142 personnes guéries, 799 décès et 18 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 504 696. Faisons-nous tous vacciner contre le coronavirus. Et l'OMS qui appelle à garder le cap dans la lutte contre le coronavirus. La pandémie était responsable de la mort de plus de 13 à 16 millions de personnes à la fin 2021, soit bien plus que le nombre de morts officiellement recensés selon une nouvelle estimation de l'Organisation mondiale de la santé publiée aujourd'hui même. Allez, la vigilance reste de mise pour combattre le coronavirus. Le président de la République, Alassane Ouattara, renforce les capacités de mobilité du corps préfectoral. 39 véhicules de commandement ont été remis aux autorités préfectorales pour leur permettre d'assurer leur mission et d'être plus proches de leurs administrés, nous dit Abou Sanogo. 39 véhicules de commandement flambant neufs pour les membres du corps préfectoral. Des moyens roulants offerts par le président de la République Alassane Ouattara qui viennent répondre à la question de mobilité des représentants de l'État dans leur circonscription. Un administrateur territorial, représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de l'ensemble du gouvernement et de chacun des ministres, sans véhicule de commandement, voit dans l'imagerie populaire son autorité souffrir de friabilité. Monsieur le ministre, à travers vous, nous voudrons exprimer notre infinie reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour les véhicules de commandement qui sont mis à notre disposition. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondi, a exprimé sa reconnaissance et sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, qui met tout en œuvre en vue de garantir les meilleures conditions de travail aux autorités préfectorales. Nous nous attelons chaque jour à faire en sorte que votre autorité soit restaurée. Avec l'aide du président de la République, aucun membre du corps préfectoral, dans sa circonscription ou même en dehors, nous sommes obligés d'emprunter les transports en commun, des engins à 2 roues, ou que sais-je encore. Parce que vous incarnez l'autorité, vous incarnez l'État. C'est la 3e remise des véhicules de commandement au corps préfectoral. En l'espace de 8 mois, ce sont au total 155 véhicules de commandement qui ont été offerts aux représentants de l'État par le président de la République, Alassane Ouattara. Et je vais convier à une autre cérémonie dans la commune de Yopougon. Le ministre maire Gilbert Kafana Koné a procédé à l'ouverture officielle de 2 marchés dans cette commune. Un marché de poissons et de viande de porc et un autre consacré à la coiffure et à l'esthétique. La construction de ces 2 infrastructures a bénéficié d'un soutien financier du président de la République à hauteur de 900 millions de francs CFA. Serge Pacom Didi, Patricia Omouitia. 2 nouveaux marchés offerts aux populations de la commune de Yopougon. Des infrastructures pour des activités bien précises. Un marché de poissons et de la viande de porc construit à Yopougon-Sidessi et un autre consacré à la coiffure et à l'esthétique au quartier Ananuret. Commerçants, artisans déjà installés expriment leur joie. Monsieur le maire, en tout cas, nous lui disons merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Ça va faire 2 semaines qu'on nous a libéré la place et aujourd'hui on attend et effectivement l'inauguration se fait. Nous sommes vraiment restés confiants maintenant que nous avons un marché. Le maire de la commune, je pense qu'il a bien vu
devoir construire ces marchés au profit des artisans. Surtout des filles qui ont fini leur formation, ils ne savent pas où s'installer. Le travail a commencé comme ça. Je suis très heureuse d'être dans mon magasin surtout. Le maire de la commune, Gilbert Kafana Koné, a annoncé l'ouverture très bientôt de 2 autres infrastructures, un centre d'artisanat pour les passionnés de l'art et un marché de fruits, de légumes et de la technologie. Au total, 4 infrastructures d'une valeur de 1,1 milliard, dont 900 millions offerts par le président de la République. Le message que nous pouvons adresser aux bénéficiaires, c'est que l'entretien de ces locaux doit suivre. Parce que si nous voulons que les habitants de notre commune soient servis dans des conditions hygiéniques acceptables, nous souhaitons que ceux qui bénéficient, donc qui doivent offrir les services, prennent conscience effectivement qu'ils ont besoin non seulement de travailler dans des conditions de confort et d'hygiène, mais il faut que la clientèle qui vient vers eux doit se trouver dans des conditions tout à fait confortables. Lutter contre l'anarchie dans la commune, organiser les commerçants de la commune, permettre aux commerçants, aux artisans d'exercer dans un cadre sain et dans des conditions modernes, offrir des emplois sont entre autres les motivations du gouvernement ivoirien. Et toujours dans l'actualité nationale, Idriss Diallo est officiellement le président de la Fédération ivoirienne de football. Il a reçu, vous allez le voir au siège de la FIF, les documents de l'institution qu'il dirigera pendant 4 années. Jean-Sylvain Ressaupe, le reportage. Par ces remises symboliques des dossiers et clés du football ivoirien, le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Yacine Diallo, vient de prendre officiellement possession de la Maison de Verre. Conscient de l'immensité de la tâche qui l'attend, Idriss Yacine Diallo indique vouloir relever le défi avec l'implication de tous les acteurs du football ivoirien. Il s'agit du football de notre nation. Nous devons nous mettre à son service. Moi, je ne suis aujourd'hui le président, mais je ne suis qu'un humble serviteur de ce football. Je n'ai pas d'autres prétentions. Rassemblons-nous donc ensemble pour développer le football ivoirien. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous protège, nous guide, nous éclaire et nous permette d'être à la hauteur de la mission qui nous a été confiée. Le 13e président de la FIF a profité de la cérémonie pour nommer Armand Gourou, Salif Bictogo et Youssou Diabaté, respectivement, au poste de directeur exécutif de la FIF, président de la Ligue professionnelle et Ligue amateur. Quelques minutes après, Idriss Yacine Diallo et son comité exécutif ont participé à leur première réunion dans la salle de conférence de la FIF, réunion à l'issue de laquelle d'importantes décisions ont été prises, notamment l'appel à candidature pour le poste de sélectionneur des éléphants. Cyril Domoro et Salif Bictogo, eux, sont nommés conseillers du nouveau président. À l'étranger, Alpha Condé, l'ex-président de Guinée-Conakry, est poursuivi par la justice de son pays pour assassinat. L'annonce a été faite hier par le procureur général de Conakry après une plainte du Front national de défense de la Constitution, un collectif qui a mené pendant des mois la contestation contre un autre mandat d'Alpha Condé à la présidentielle. Le CNS, ici en Côte d'Ivoire, s'est réuni aujourd'hui. Le Conseil national de sécurité, présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, a fait le point de la situation et sécurité générale et sanitaire de notre pays. Le CNS note une amélioration de l'environnement sécuritaire depuis mars 2022. Au plan sanitaire, des avancées sont enregistrées dans la lutte contre le coronavirus, mais la vigilance reste mise. Je vous propose d'écouter le communiqué du CNS. Communiqué du Conseil national de sécurité. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 5 mai 2022 au palais de la présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité. L'ordre du jour de la réunion a porté sur 2 points: la situation sécuritaire générale et la situation sanitaire générale. Au titre de la situation sécuritaire générale, à la suite de la présentation faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité a noté avec satisfaction une amélioration continue de la situation sécuritaire générale depuis le mois de mars 2022. Cette amélioration de l'environnement sécuritaire est consécutive
aux multiples opérations de sécurisation menées par l'ensemble des forces de défense et de sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, au titre de la lutte contre le trafic de drogue, le ministre en charge de la sécurité a informé le Conseil national de sécurité des circonstances de la saisie record par les éléments de la police nationale de plus de 2 tonnes de cocaïne d'une valeur de près de 41 milliards de francs CFA dans les villes d'Abidjan et de San Pedro. Le ministre en charge de la sécurité a également porté à la connaissance du Conseil national de sécurité les modes opératoires des trafiquants de drogue qui utilisent la Côte d'Ivoire et plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest comme pays de transit, la destination finale de leur trafic étant généralement l'Europe. Le président de la République a vivement félicité le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ainsi que la police nationale, pour cette importante saisie de drogue. Il a par ailleurs instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet de prendre, au regard de certaines insuffisances constatées dans le dispositif national de lutte contre le trafic des drogues, les mesures nécessaires pour le renforcement des capacités opérationnelles des structures impliquées dans cette lutte. Le chef de l'État a particulièrement insisté sur le renseignement et la mise à disposition de moyens de mobilité, de surveillance et de contrôle aux frontières terrestres, maritimes et aéroportuaires. Le président de la République a également instruit le ministre en charge de la Justice à l'effet de traduire dans les meilleurs délais tous les coupables et leurs complices devant les tribunaux. Concernant le volet de la lutte contre le terrorisme, le président de la République a donné des instructions au ministre d'État, ministre de la Défense, à l'effet de doter de façon urgente les forces de défense et de sécurité de moyens additionnels pour leur permettre d'anticiper et de lutter efficacement contre les menaces terroristes et les incursions à nos frontières après le retrait de l'opération Barkhane et de la Task Force Takuba du Mali. Enfin, le Conseil national de sécurité s'est réjoui de la réussite de l'opération Pakinou 2022 pour la sécurisation de la période de fête de Pâques sur l'ensemble du territoire national. En effet, cette opération qui a mobilisé près de 14 000 éléments de forces de défense et de sécurité sur la période du 15 au 18 avril a permis aux populations, de façon globale, de célébrer les festivités pascales en toute quiétude. Au regard de tous ces résultats satisfaisants, le président de la République a adressé ses vives félicitations au ministre en charge de la Défense et de la Sécurité, ainsi qu'au Grand Commandement et à l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour tous les efforts déployés. Au titre de la situation sanitaire générale, 2 points ont été abordés. L'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire et la situation de la dengue en Côte d'Ivoire. Au titre de l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a fait un point de situation. Ainsi, à la date du mercredi 4 mai 2022, la Côte d'Ivoire dénombrait 81 967 cas confirmés de Covid-19, dont 81 132 guéris, 1699 décès et 27 cas actifs. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés dans le pays connaît une baisse continue depuis le mois de février 2022, passant de 28 cas par jour en moyenne en février
à 9 en mars et 7 en avril. Le nombre de décès connaît également une baisse considérable, avec 14 décès enregistrés sur la période de février à avril 2022, contre 71 décès en janvier 2022. Ainsi, notre pays continue d'enregistrer à ce jour un taux de létalité de 0,97%, soit l'un des plus faibles de la sous-région. De même, le taux de positivité, d'occupation des lits dédiés à l'hospitalisation et de guérison demeure inchangé depuis la dernière réunion du Conseil national de sécurité, avec un taux de positivité de moins de 1%, bien en dessous du seuil d'alerte de 5%, un taux d'occupation des lits de 2%, avec 3 lits occupés sur une capacité de 237, et un taux de guérison de 99%. Le ministre en charge de la Santé a, en outre, informé le Conseil national de sécurité de la faible circulation du virus avec une prépondérance du variant Omicron et une absence de nouveaux variants. Dans ce contexte, le Conseil national de sécurité, qui se réjouit de ces données satisfaisantes dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, exhorte les populations à la vigilance en les invitant à toujours respecter les gestes barrières et à se faire dépister systématiquement. Sur le point de la vaccination dans notre pays, le ministre en charge de la Santé a porté à la connaissance du Conseil national de sécurité que le taux de couverture vaccinale actuel dans le Grand Abidjan, qui représente 95% des cas, est de 50% pour les personnes âgées de 12 ans et plus et de 37% pour les personnes ayant reçu les 2 doses. Enfin, le ministre en charge de la Santé a informé le Conseil national de sécurité de la poursuite du processus d'approvisionnement en vaccins avec près de 21 millions de doses reçues à ce jour sur plus de 30 millions de doses commandées. Au titre de la situation de la dengue en Côte d'Ivoire, le ministre en charge de la Santé a informé le Conseil national de sécurité de l'identification par les services de santé de 12 cas de dengue dans le district sanitaire de Cocody-Bingerville, dans le Grand Abidjan, avec un cas de décès notifié. Il s'agit là de la 5e épidémie de dengue enregistrée dans notre pays depuis 2008. Le ministre en charge de la Santé a par ailleurs indiqué au Conseil national de sécurité l'élaboration d'un plan de riposte multisectoriel actuellement en cours d'exécution. Ce plan vise, entre autres, à sensibiliser les populations sur les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement, notamment l'élimination des gîtes larvaires dans les pneus usés. Il consiste également à réaliser le dépistage systématique des patients devant toute fièvre non palustre, en plus des tests antigéniques contre la COVID-19. À cet égard, le président de la République a félicité le ministre en charge de la Santé ainsi que ses collaborateurs pour leur réactivité dans la lutte contre la dengue dans notre pays. Il l'a enfin instruit à l'effet de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'éradiquer cette épidémie en Côte d'Ivoire, faite à Abidjan le jeudi 5 mai 2022. Voilà, c'était le communiqué du CNS lu pour vous par Fidèle Sarasoro, secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec le même plaisir demain 20h. Prenez soin de vous.